Marseille, la fille la plus fougueuse, la plus passionnée et peut-être la plus dangereuse de la Méditerranée. Lorsque le soleil matinal illumine la corniche Kennedy, la mer prend d'une telle couleur bleue que l'on a envie d'y noyer tous ses soucis. Ce dimanche matin-là, c'est exactement ainsi que ma journée avait commencé. Je ne portais pas mon uniforme officiel. Les médailles que je portais sur la poitrine, les étoiles sur mes épaules, les milliers de soldats sous mes ordres et les milliards d'euros d'équipements militaires. Tout cela était enfermé dans mon casier à la base militaire. Ce matin-là, j'étais simplement Juliette. J'étais au volant de ma Peugeot 104 cabriolet, argentée de 1974, un héritage de mon père, dont je connaissais chaque vis par cœur. La voix de Charles Aznavour à la radio se mêlait au vent du Mistral qui s'engouffrait dans l'habitacle à travers la capote ouverte. La paix, c'était tout ce que je recherchais. Mais la vie aime déclencher les plus grandes tempêtes lorsque vous êtes le plus serein. Je prenais ce virage serré près du vallon des Offes. Je roulais bien en dessous de la limite légale car je profitais simplement de la route. Soudain, j'ai entendu le bruit d'un moteur rugissant derrière moi. Je n'ai même pas eu le temps de regarder dans mon rétroviseur qu'un éclair rouge est apparu à ma gauche. Une voiture de sport italienne, dernier cri pour éviter un bus venant en sens inverse, a brusquement dévié sa trajectoire vers moi. À ce moment-là, le temps s'est ralenti. Ce bruit horrible et strident du métal frottant contre le métal. J'ai senti le garde-boue gauche de ma délicate cygne argentée se déformer et ma voiture être projetée vers le trottoir. Je me suis accrochée au volant de toutes mes forces. Sans mes réflexes acquis au fil des années et les cours de conduite avancés que j'avais suivis, nous aurions très bien pu finir notre course dans le précipice, sur les rochers. Lorsque la voiture s'est arrêtée, ma roue droite se trouvait à quelques centimètres seulement des barrières au bord du précipice. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains ne tremblaient pas. La discipline militaire apprend à mettre de côté la peur jusqu'à ce que l'événement soit passé. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai coupé le moteur et j'ai commencé à observer l'homme qui descendait de ce monstre rouge. L'homme devait avoir environ 40 ans. Le prix de sa chemise en lin équivalait probablement à 1 mois de salaire pour moi. La montre qu'il portait au poignet aurait pu lui permettre d'acheter un appartement dans la banlieue de Marseille. Mais son visage arborait cette expression dédaigneuse que l'on ne trouve que chez les nouveaux riches. Le monde était son terrain de jeu et nous n'étions que des figurants. En descendant de sa voiture, il ne me regardait pas, mais fixait le pare-choc avant de son véhicule. Un pare-choc qui n'avait même pas une égratignure. Je suis descendue de la voiture. Avec la poussière sur mon jean et mes cheveux ébouriffés par le vent, je ne devais être à ses yeux qu'un obstacle sur la route. En marchant vers moi, ses yeux ne reflétaient pas de l'inquiétude, mais une pure colère. J'ai alors compris que pour cet homme, le problème n'était pas d'avoir eu un accident, mais d'avoir été ralenti. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a-t-il rugi. Sa voix avait été si aiguë et désagréable qu'elle couvrait le cri des mouettes sur la route côtière. Il a rapidement comblé la distance qui nous séparait, s'approchant presque de mon nez. Son parfum coûteux couvrait l'odeur de la mer. « Tu es aveugle, femme ?» a-t-il continué en agitant les bras en l'air. « Regarde la route, tu ne sais pas rouler sur une grande route? Où as-tu obtenu ton permis? On te l'a offert à l'épicerie du coin avec tes courses ?» Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de rester immobile. Je l'ai regardé en face. J'ai analysé l'arrogance et l'insolence sans limite qui se reflétaient dans ses yeux. Mon silence l'a rendu encore plus furieux, car il s'attendait à voir une femme qui crie, qui pleure, qui s'excuse, qui a peur. Pas quelqu'un qui se tient droit devant lui, sans ciller, en le regardant droit dans les yeux. Agitant son doigt vers ma poitrine, elle a prononcé cette phrase célèbre. Cette phrase qui a été l'erreur de sa vie. « Ne me regarde pas comme ça », a-t-il dit en crachant. « Le pare-choc de ma voiture. Ce pare-choc a plus de valeur que ta vie misérable, que ton tas de ferrailles, et probablement que toute ta famille. Prie pour que je sois pressée, sinon je te jetterai ici dans la mer, toi et ta boîte de conserve. » Ma vie misérable, ma famille, et cette boîte de conserve, c'est-à-dire la voiture que mon père m'avait offerte avant de mourir. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais cette rupture n'avait rien à voir avec la tristesse. Vous savez, quand un verre se brise et qu'il ne reste que des morceaux coupants, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Mes émotions se sont retirées, ne laissant place qu'à une logique glaciale et tranchante. C'est ce que nous appelons la froideur opérationnelle.
C'est le calme mortel que nous ressentons dans la salle de guerre lorsque le radar détecte un navire ennemi. Je n'ai pas sorti mon téléphone de ma poche. Je n'ai pas prononcé sa plaque d'immatriculation à voix haute. J'ai simplement plissé les yeux et gravé cette plaque dans le dossier Liste des cibles de mon esprit, où elle restera à jamais gravée, MRS 789 KL. L'homme a interprété mon absence de réaction comme de la lâcheté ou de la stupidité. Il a éclaté d'un rire méprisant. « Tu perds ton temps » a-t-il grogné avant de se retourner et de monter sur son tas de métal rouge. Il a démarré le moteur dans un bruit assourdissant et s'est éloigné en brûlant du caoutchouc. La fumée d'échappement qu'il laissait derrière lui me frappait le visage, mais j'étais toujours au même endroit. À ce stade, j'aimerais vous poser une question, mes amis. Avez-vous déjà rencontré dans votre vie un tel monument d'arrogance qui pense pouvoir vous écraser et jouer avec votre honneur simplement parce qu'il a un portefeuille bien garni? Si votre réponse est oui, vous comprenez très bien ce que je ressens en ce moment. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ce que vous allez entendre dans un instant apaisera la colère que vous ressentez en ce moment. Je suis retournée à ma voiture. L'aile gauche était en mauvais état, mais le châssis semblait intact. J'ai ouvert la portière, j'ai sorti mon petit carnet et mon stylo de la boîte à gants. La date, l'heure, le lieu, le modèle du véhicule et sa plaque d'immatriculation. J'ai tout noté de mon écriture militaire. Cet homme ne savait pas. Il pensait avoir crié sur une femme ordinaire sur la route côtière de Marseille. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme à qui il criait dessus était la contre-amirale Juliette Binoche, à la tête du commandement de l'aéronaval, l'une des unités les plus stratégiques de la marine nationale française. Et en affirmant que ce pare-choc était plus précieux que ma vie, il venait en fait de signer son arrêt de mort. Je démarrais doucement la voiture. Le moteur faisait un bruit un peu rauque, tout comme la colère qui bouillonnait en moi. Je n'irais pas chez moi. Mon projet de petit déjeuner dominical était annulé. J'avais changé d'itinéraire. Ma destination était désormais le port militaire situé à l'autre bout de la ville. J'ai connecté mon téléphone à la voiture et j'ai lui appelé celui que j'appelais « mon frère », mais qui était en réalité mon ancien compagnon d'armes à la tête des services de renseignement, Pierre. Je détestais le déranger le dimanche, mais cela dépassait le cadre d'une affaire personnelle. Il s'agissait d'une évaluation de menaces. Le téléphone a sonné 2 fois avant d'être décroché. La voix endormie de Pierre s'est fait entendre. « Commandant, un dimanche matin, j'espère que la 3e guerre mondiale n'a pas éclaté. »« Pas encore, Pierre, » ai-je répondu. Ma voix était si calme que Pierre a reconnu ce ton et je l'ai senti se réveiller instantanément. C'était ma voix de chasseur. « Mais il y a une menace qui rôde dans les rues de Marseille. Je te donne le numéro d'immatriculation, prépare ton stylo. »« Je vous écoute, commandant. » MRS 739 KL, une voiture de sport italienne rouge. Le conducteur a entre 45 et 50 ans, il est extrêmement arrogant. Je veux savoir qui il est, ce qu'il fait, où il va en ce moment, surtout, pourquoi il est si pressé. Tu as 5 minutes. 5 minutes, commandant, est-ce une demande officielle ? Demanda Pierre, essayant de comprendre la gravité de la situation. Mon regard s'est posé sur le rétroviseur, sur mon pare-choc endommagé. Non, Pierre, ai-je répondu d'une voix glaciale. C'est une opération de nettoyage. 5 minutes. Aïe, ma banana, Je raccrochai le téléphone. Alors que je descendais les rues étroites de Marseille vers le port, le soleil brillait encore. Mais pour moi, le ciel s'était assombri. Cet homme m'avait demandé si j'avais récupéré mon permis de conduire chez l'épicier, n'est-ce pas? Très bien. Voyons voir s'il avait lui-même un permis suffisamment solide pour conserver tout ce qu'il possédait. Lorsque les énormes grues du port sont apparues à l'horizon, un message de Pierre est apparu sur mon écran. En l'ouvrant, un léger sourire dangereux s'est dessiné sur mes lèvres. Cible, Henri Leclerc, propriétaire de Leclerc Logistique. Il se rend actuellement au port commercial de Marseille pour superviser le départ de son navire. L'audacieux. Le navire entrera dans les eaux internationales dans 2 heures. C'était donc ça son urgence. Son navire allait partir. Henri Leclerc, un riche homme d'affaires, et ma victime. Lorsque je suis arrivée au poste de contrôle militaire à l'entrée du port, le soldat de garde a hésité un instant en me voyant en civil et avec ma voiture endommagée.
Mais lorsque je lui ai présenté ma carte d'identité, ses yeux se sont écarquillés et il s'est immédiatement mis au garde à vous. Commandant, repos, soldat, dis-je. Connectez-moi immédiatement au centre des opérations portuaires et dites-leur que le protocole spécial est en vigueur. Le soldat, surpris, m'a demandé: quel protocole, commandant? J'ai mis mes lunettes et je me suis tournée vers lui avant d'appuyer sur l'accélérateur. Le protocole de lutte contre la piraterie maritime. Aujourd'hui, nous allons, comment dire, rendre visite à un navire. Le tampon de cet homme avait peut-être de la valeur, mais mon honneur était inestimable. Et ce jour-là, dans ce port, Henri Leclerc allait apprendre la leçon la plus coûteuse de sa vie, sous les pales d'un hélicoptère appartenant à l'État. Dès que j'ai franchi la porte principale de la base militaire, le bruit chaotique de Marseille a laissé place à un silence discipliné. Cet endroit était mon sanctuaire. Ici, les règles n'étaient pas écrites sur des permis obtenus à l'épicerie, mais avec du sang et de la sueur. Je garai ma voiture dans mon emplacement réservé sur lequel était inscrit Contre-amiral G. Binoche avec mon angle millimétrique habituel. La bosse sur mon aile gauche, sur le béton gris, ressortait comme une tache sur mon uniforme impeccable. Je l'ai regardé une dernière fois. Ce morceau de métal n'était pas seulement un dommage, c'était la marque de la gifle que m'avait donnée Henri Leclerc. Et je ne quitterai pas cette base sans lui demander des comptes. Je me suis précipitée dans ma chambre. Comme c'était dimanche, les couloirs étaient déserts, mais les quelques officiers que j'ai croisés ont dû sentir l'énergie de calme avant la tempête que je dégageais, même en civil, car ils se sont mis au garde à vous plus que d'habitude pour me saluer. Lorsque j'ai fermé la porte de ma chambre, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai retiré mon jean poussiéreux et ma chemise froissée par le vent. Ces vêtements appartenaient à la Juliette sans défense. Je les ai jetés dans un coin. J'ai ouvert mon armoire. J'ai pris mon uniforme blanc, repassé, avec ses épaulettes dorées, sur le cintre. Au moment où le tissu a touché ma peau, à cet instant, ma transformation en était achevée. Je n'étais plus la femme coincée dans les embouteillages. J'étais le contre-amiral du commandement régional de la Méditerranée, contrôlant chaque vague, chaque navire et chaque souffle sur la mer. J'ai attaché mes cheveux en un chignon serré. J'ai mis ma casquette. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Là, mes blessures humaines, dans mes yeux, avaient disparu, remplacées par une détermination d'acier. Mon téléphone a sonné. C'était Pierre. Commandant, je suis au centre des opérations. J'ai les détails que vous vouliez. Et je pense que Henri Leclerc est un homme plus malchanceux que nous le pensions. J'arrive, Pierre, ai-je répondu. Affichez-les sur les écrans. Lorsque je suis entrée dans la salle des opérations, j'ai été accueillie par la lumière tamisée et la lueur bleue des écrans. Les gardes de jour se sont levés d'un bond en voyant mon uniforme. « Asseyez-vous » ai-je dit en faisant signe de la main. Ma voix était si autoritaire qu'à part le grincement des chaises, personne n'a pipé mot. Pierre avait affiché le dossier d'Henri Leclerc et la route de son navire, l'Audacieux, sur l'écran principal géant. Le nom même du navire reflétait le caractère de son propriétaire. Audacieux. Quelle ironie. Raconte, Pierre, ai-je dit en joignant les mains derrière le dos et en me plaçant devant l'écran. Henri Leclerc, commença Pierre en pointant les données à l'écran avec son pointeur laser. L'un des plus grands opérateurs logistiques du port de Marseille. D'après les registres officiels, son navire, l'Audacieux, est actuellement en cours de chargement pour l'Afrique du Nord. La déclaration de cargaison indique machines agricoles et produits textiles. Mais, dis-je, je reconnaissais le ton de la voix de Pierre. Il y avait un « mais » qui arrivait. « Mais, commandant ?» dit Pierre en souriant. J'ai eu une brève conversation avec l'un de nos anciens amis des douanes. Depuis 3 mois, le navire de Leclerc préfère partir le dimanche après-midi lorsque les contrôles douaniers sont les moins stricts. Et plus intéressant encore, la ligne de flottaison du navire. Il y a une incohérence mathématique entre le poids déclaré et de l'acier. Cargaison est le niveau d'enfoncement du navire. Le navire est plus lourd que ce qui est déclaré. J'ai plissé les yeux. C'était exactement ce que je cherchais. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais la justice, c'est l'assiette dans laquelle on le sert. Je ne pouvais pas arrêter Henri Leclerc pour des raisons personnelles, cela aurait été un abus de pouvoir. Mais en tant que contre-amiral, j'avais le pouvoir de contrôler tous les navires dans nos eaux pour des raisons de sécurité nationale et de suspicion de contrebande, d'autant plus qu'il y avait un soupçon concret, à savoir un poids non déclaré.
Vous voulez dire, dis-je lentement, qu'il y a sur ce navire des marchandises non déclarées, potentiellement illégales, peut-être des armes, peut-être de la drogue, ou peut-être simplement des voitures de luxe non taxées? Pierre acquiesça. Le doute était fort, au commandant. Nous avons suffisamment de motifs pour que vous exerciez légalement votre droit de perquisition et saisie. Leclerc. Votre cupidité va vous perdre. Si vous n'aviez pas été aussi obsédé par ce pare-choc, si vous n'aviez pas essayé de m'écraser avec votre arrogance, votre navire aurait peut-être pu passer inaperçu avec sa cargaison illicite. Mais maintenant, vous avez attiré mon attention. Mes amis, faisons ici une parenthèse. L'arrogance est le voile le plus épais qui puisse recouvrir les yeux d'un homme. Leclerc pensait n'avoir écrasé qu'une femme sur cette route côtière. Mais en réalité, il a allumé la mèche qui a causé sa perte. Soyez vous-même, ne jugez jamais votre interlocuteur sur son apparence. Et avant de passer à la partie de cette histoire qui raconte comment cette arrogance va être réduite en miettes, aimez la vidéo et participez à cette justice. Je suis retournée à la table d'opération, j'ai regardé l'officier de service. Lieutenant, préparez-moi l'équipe d'intervention d'urgence des commandos Jobert, en tenue complète. Le lieutenant cligna des yeux, surpris. Les commandos Jobert, commandant, mais ils sont spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et le sauvetage d'otages. Je sais, lieutenant, l'ai-je interrompu. Mais aujourd'hui, nous allons mener une opération contre un pirate des mers. Et je n'aime pas laisser les choses au hasard. De plus, j'ai pris la radio sur la table. Prévenez l'unité aérienne que mon hélicoptère Panther se soit prêt. Je dirigerai moi-même l'opération. Bang! La pièce s'est soudainement transformée en ruche. Les téléphones ont commencé à sonner, les ordres à être répétés. L'équipe Jobert se prépare. La piste d'hélicoptère est dégagée. Les bateaux des gardes-côtes bloquent la sortie du port. Pierre s'approcha de moi et me murmura « Juliette, tu es sûre? Une descente militaire sur un navire civil. Si le navire est clean, Leclerc va nous envoyer les médias et ses avocats. Ta carrière pourrait être en danger. » Je me suis tournée vers lui. Mon visage affichait l'exact opposé de l'expression effrayée que Leclerc avait vue sur la route côtière. « Ce navire n'est pas en règle, Pierre, » ai-je répondu. « Les hommes comme lui ne jouent jamais franc jeu. Tu te souviens de ce tampon? Il avait dit « plus précieux que ta vie ». Voyons si la précieuse cargaison de ce bateau pourra le sauver des griffes de la marine française. » J'ai ajusté ma casquette et me suis dirigée vers la porte. « Décollage dans 15 minutes » ai-je crié. Le bruit sourd de mes bottes dans le couloir était celui de la justice qui approchait. Henri Leclerc était probablement dans la cabine du capitaine de son navire, un verre de whisky à la main, contemplant la vue sur Marseille et réfléchissant à sa puissance. J'étais impatient de voir comment ce panorama allait changer lorsque nous allions nous abattre sur lui comme un cauchemar. Je n'étais pas seulement un contre-amiral. J'étais la voix de cette Peugeot argentée accidentée, de cet honneur bafoué et de tous ceux qui avaient été humiliés sur cette route. Et la chasse commençait. 15 minutes plus tard, j'étais dans le siège du copilote d'un hélicoptère militaire de type AS-165 Panther. Les grésillements de la radio dans mes écouteurs étaient pour moi aussi apaisants qu'une symphonie de Beethoven. Le bruit rythmique des hélices était synchronisé avec les battements de mon cœur. Sous nos pieds, le golfe de Marseille s'étendait comme un drap turquoise scintillant sous le soleil de midi. Mais je ne me concentrais pas sur le paysage, mais sur ce petit point vert clignotant sur le radar. « Cible en vue, commandant », dit la voix mécanique du pilote. « Distance 3000 marins. Il lui reste moins de 10 minutes avant d'atteindre les eaux internationales. » Les eaux internationales, le ticket de sortie de Leclerc. S'il franchissait cette frontière, mes pouvoirs deviendraient flous. Crise diplomatique, procédure de droit international, les choses se compliqueraient. Mais il était encore dans mes eaux, dans ma poubelle. Je baissai la tête et regardai le navire en dessous, l'audacieux. Un immense cargo. Les conteneurs sur le pont étaient empilés comme des pièces de Lego. Vu d'en haut, il semblait si petit, si vulnérable. Tout comme moi, qui semblait petit à côté de cette énorme voiture de sport sur la route côtière. Mais dans la nature, la règle est simple. Ce n'est pas la taille qui compte, mais la férocité. Et aujourd'hui, c'était moi l'aigle dans le ciel. J'ai pris la radio, j'ai ajusté ma voix. J'ai adopté mon ton autoritaire, sans appel, celui de bel État français. L'audacieux, l'audacieux. Ici la marine nationale française.
Arrêtez immédiatement vos machines et préparez-vous à l'embarquement de l'équipe d'inspection. » Il y eut un bref silence. Ce silence était celui de la stupéfaction. Il y avait probablement une certaine panique sur le pont. Puis une voix grinçante et légèrement moqueuse se fit entendre. C'était le capitaine. « La marine française ? Vous devez vous tromper. Nous sommes un navire marchand et nous suivons notre route. Nous n'avons lancé aucun appel à l'aide. De plus, nous avons une livraison urgente à effectuer sur ordre personnel de Monsieur Henri Leclerc. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Monsieur Henri Leclerc. » Ils utilisaient même son nom comme un bouclier, comme si ce nom était supérieur aux lois, au droit maritime et à la physique. « Capitaine, » dis-je d'une voix de plus en plus glaciale, « ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Conformément à l'article 47 du protocole douanier et de sécurité, votre navire va être fouillé car nous soupçonnons la présence de marchandises non déclarées à bord. Arrêtez les moteurs. » Immédiatement. La réponse ne se fit pas attendre et fut plus insolente que je ne l'avais imaginé. « Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Monsieur Leclerc, je pense que vous allez devoir appeler vos amis à la préfecture. Je vous conseille de retourner à votre base avant de vous attirer des ennuis. Vous retardez actuellement une opération d'exportation très importante. » J'ai souri. Sous mon masque, ce sourire froid que personne ne voyait, apparut. Ses amis à la préfecture, une menace. La réaction classique d'un homme riche, l'attitude « je vais me plaindre de vous à votre directeur ». Mais il avait oublié une chose. J'étais le directeur, j'étais même plus que le directeur, j'étais la loi incarnée à ce moment-là. Pouvez-vous imaginer la scène que je viens de décrire? Réfléchissez-y. Cette mentalité qui vous écrase et vous humilie sur la route continue d'afficher la même arrogance même au milieu de la mer. « Ce sont mes règles qui s'appliquent, » dit-il. « Mais puis-je vous confier un secret? Les personnes qui souffrent d'ivresse du pouvoir oublient que la gravité. Et plus elles montent haut, plus leur chute est dure. C'est là que commence la chute. » J'ai appuyé sur le bouton du micro. Le jeu était terminé. « Capitaine, » ai-je dit, « vous pouvez appeler vos amis à la préfecture, mais cela vous prendra du temps. Mes amis, eux, se trouvent actuellement à seulement 15 mètres au-dessus de votre tête. » J'ai fait signe au pilote de l'hélicoptère. « Descendez. Descendez jusqu'à faire vibrer les vitres du pont. » Action! Lorsque l'hélicoptère Panther a plongé brusquement, le nez vers le bas, j'ai pu voir l'équipage s'enfuir du pont du navire. Le vent créé par les hélices frappait les vitres de la timonerie. La porte latérale de l'hélicoptère s'est ouverte. Le vent s'est engouffré à l'intérieur, faisant voler les pans de mon uniforme. J'ai montré du doigt le câble qui pendait. J'ai fait signe au commando Jaubert, masqué et en tenue de combat, assis derrière moi, « partir ». « L'atterrissage commence !» a crié le commandant de l'équipe. Un à un, les silhouettes vêtues de noir ont commencé à descendre le long du câble. L'équipage du navire aurait pu envisager de résister, mais à la vue des commandos d'élite débarquant sur le pont, armés de fusils automatiques, cette idée s'est probablement très vite évaporée. La voix du capitaine retentit à nouveau dans la radio. Mais cette fois, il n'y avait plus de sarcasme, seulement de la panique. « Que faites-vous? C'est illégal, mon patron va vous détruire. Arrêtez! » « Coupez les moteurs, capitaine, » dis-je calmement. « Sinon, mes soldats, qui descendent dans la salle des machines, les couperont manuellement et, croyez-moi, il n'y aura pas de retour en arrière. » Quelques secondes plus tard, la fumée noire qui s'échappait de la cheminée du navire cessa. L'audacieux, au milieu de la Méditerranée, commença à ralentir comme un géant obéissant. Le navire s'était arrêté. L'hélicoptère a manœuvré vers l'héliport situé à l'arrière du navire. Lorsque nos roues ont touché le sol métallique, j'ai détaché ma ceinture dans un mouvement brusque. Lorsque j'ai franchi la porte, mes commandos avaient déjà pris le contrôle des points stratégiques du navire. L'équipage était agenouillé, les mains sur la tête. Je me suis dirigée vers la passerelle. Le vent me fouettait le visage, mais je ne le sentais pas. Je n'avais qu'une seule image en tête, celle de l'homme dans la voiture de sport rouge qui disait « Mon pare-choc vaut plus que ta vie ». Maman, Leclerc n'était probablement pas sur ce navire à ce moment-là, mais ce navire était son cœur, son portefeuille, son pouvoir. Et à cet instant, j'avais posé ma main sur son cœur. J'étais sur le point de le serrer. Quand je suis montée sur le pont, le capitaine me regardait, en sueur. Il tenait le téléphone dans sa main. « Mon patron est en ligne », m'a-t-il dit d'une voix tremblante. « Il veut vous parler. » Je lui ai pris le téléphone des mains,
Je l'ai porté à mon oreille. De l'autre côté, j'ai entendu cette voix familière, bruyante et arrogante. « Qui êtes-vous, bon sang? Que faites-vous sur mon bateau? Savez-vous la valeur de la marchandise qui se trouve à bord? Je vais vous faire virer, je vais vous détruire. » Je pris une profonde inspiration. Je modulai ma voix pour qu'elle soit aussi calme que ce matin-là, mais avec un ton beaucoup plus fort. « Henri, dis-je, je ne prononçai que son nom. Tu te souviens de moi? Je suis le conducteur de cette boîte de conserve que tu as coincée sur la route côtière ce matin. » Il y eut un silence profond et glacial à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration. Son cerveau essayait de rassembler les pièces du puzzle. La route côtière, l'accident, la femme. Et maintenant, une unité militaire qui avait pris d'assaut son navire. « Vous, murmura-t-il. Qui êtes-vous? » « Moi, dis-je en savourant chaque mot. Je suis celui qui est venu t'apprendre que ce permis de conduire que tu pensais avoir obtenu à l'épicerie est en fait le plus haut document d'autorité militaire délivré par l'État. Et Henri, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas pour le pare-choc de ta voiture, mais ton bateau appartient désormais à l'État. » Je raccrochai le téléphone et le tendis au capitaine. « Commencez les recherches, dis-je au commando. Commencez par le conteneur du fond. Je veux tout ce qui n'est pas répertorié, même si ce n'est qu'une aiguille. » Le ciel commençait à s'assombrir, mais pour moi, le jour se levait. Le gibier était pris au piège. Il ne restait plus qu'à resserrer les mailles du filet. En descendant les étroites échelles métalliques qui menaient à la cale du navire, au rythme du bruit de mes bottes, l'odeur de la rouille, de l'huile de machine et de l'eau de mer salée me monta au nez. Ce n'était pas le cœur du navire, mais son estomac. Et nous allions bientôt découvrir à quel point cet estomac était toxique. L'un de mes commandos pointa son scanner thermique vers un énorme conteneur rouge. Sur le conteneur, on pouvait lire en grosses lettres blanches « Équipement agricole, pièces de tracteur ». Port d'arrivée, un pays d'Afrique du Nord en proie à l'instabilité. C'est ce qu'indiquaient les documents officiels. Mais l'écran de l'appareil racontait une autre histoire. « Commandant ?» dit le soldat en me montrant l'écran. « La répartition de la densité à l'intérieur ne correspond pas à celle des pièces métalliques. Il y a trop d'espace vide. Et au fond, on détecte une masse extrêmement dense, comme du plomb. » Le capitaine tremblait à côté de moi comme une ombre. Son visage était livide. « Ouvrez, ai-je dit. »« Mais laissez-les, » murmura le capitaine. « Selon le droit commercial international, » je me suis tournée vers lui, je lui ai lancé ce regard. Ce regard qui effrayait même les soldats de ma base. « Capitaine, » ai-je dit calmement, « pour l'instant, je suis la seule loi. » Les soldats apportèrent la cisaille hydraulique. Le cri du métal résonna dans la cale du navire. Des étincelles volèrent dans les airs. C'était comme si nous découpions l'armure inviolable d'Henri Leclerc. Lorsque le cadenas tomba lourdement sur le sol, l'un des soldats ouvrit les lourdes portes métalliques. L'odeur qui m'a frappée à l'intérieur était celle d'une voiture neuve, pas celle d'un pesticide, pas celle d'un engrais, pas celle d'une huile de tracteur, l'odeur du cuir véritable et du vernis. J'ai braqué ma lampe torche à l'intérieur, le faisceau lumineux a dansé sur un métal étincelant. Un SUV noir, mais pas n'importe quel SUV. Un Range Rover blindé fabriqué sur mesure. Juste derrière, un autre. Et derrière celui-ci, recouvert d'une bâche, probablement une voiture de sport. « Du matériel agricole, hein ?» dis-je, sans cacher le sarcasme dans ma voix. « Que vont-ils faire avec ces véhicules dans les champs, capitaine? Un podium ?» Le capitaine était sur le point de craquer. « Je ne suis qu'un transporteur. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça arrive scellé, ça repart scellé. C'est vrai, ai-je dit. Mais ce n'est pas la vraie surprise, n'est-ce pas? Je me suis souvenu de cette masse extrêmement dense sur la caméra thermique. Les voitures n'étaient qu'un écran de fumée. Un écran de fumée coûteux et luxueux. Le vrai sale boulot se trouvait toujours tout en bas. « Sortez les voitures », ai-je ordonné. « Nous allons démonter le plancher. » Les soldats se mirent rapidement au travail. Les voitures de luxe furent retirées comme des pièces à conviction sur une scène de crime. Lorsque les plaques métalliques au fond du conteneur furent retirées, ce qui apparut en dessous était la réponse à la question de savoir pourquoi Henri Leclerc était si riche et si arrogant. Des caisses en bois. Elles ne portaient aucune inscription. J'en ai soulevé une à l'aide d'un pied de biche.
Lorsque le couvercle s'est ouvert, j'ai découvert à l'intérieur, cachés dans de la paille, des circuits électroniques complexes gris métallique et des pièces d'aviation. Les yeux de mon adjudant, expert en matière technique qui se tenait à côté de moi, s'écarquillèrent. Il scanna rapidement un numéro de pièce sur sa tablette. Quand il a vu le résultat, il m'a regardé avec effroi. « Commandant » a-t-il murmuré. « Ce ne sont pas des pièces de tracteur. Elles relèvent de la technologie à double usage. Ce sont des kits de guidage pour drones. Leur exportation est strictement interdite et soumise à un embargo. Et voilà, échec, Emma. » Henri Leclerc n'était pas seulement un riche snob qui fraudait le fisc. C'était un traître à la patrie qui contournait les embargos internationaux et faisait passer de la technologie dans les zones de guerre. Il m'avait traité de misérable sur cette route côtière, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'était la vie de cet homme qui vendait la sécurité de son propre pays qui était misérable. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai pris une photo, d'abord des voitures de luxe, puis des pièces militaires interdites. Et j'ai décidé d'envoyer un message à Henri. Je lui ai simplement envoyé la photo. J'ai ajouté une seule phrase. « As-tu un avocat aussi solide que ton pare-choc ? Henri, parce que tu vas en avoir besoin. Mes amis, la justice est parfois lente, mais quand elle arrive, elle est totale. Vous voyez, regardez ce qui est ressorti d'un simple incident de circulation. La plupart des gens auraient dit « Je m'en fiche, je ne veux pas avoir d'ennui » et seraient passés à autre chose. Mais le mal grandit tant que nous restons silencieux. Imaginez maintenant la tête de ce grand homme d'affaires quand il verra cette photo sur son téléphone. Et s'il vous plaît, si vous aussi vous aimez que justice soit faite, partagez cette vidéo avec vos amis, car la chute de Leclerc ne fait que commencer. Mon téléphone a sonné immédiatement. Ce n'était pas Henri, c'était son avocat. « Monsieur Binoche » a-t-il dit, d'une voix oscillant entre la panique et la menace. « Je vous appelle au nom de mon client, Henri Leclerc. Ce que vous faites actuellement est une violation de domicile, une divulgation de secrets commerciaux. Si vous ne quittez pas immédiatement ce navire, nous vous retirerons votre uniforme demain matin. » J'ai ri. J'ai éclaté de rire. Ce n'était pas un accès de colère. C'était le rire triomphant du chasseur. « Maître, dis-je, dites à votre client qu'il devra d'abord être innocenté de trahison avant de pouvoir me retirer mon uniforme. De plus, les voitures sont très belles. J'espère que le fourgon pénitentiaire sera aussi confortable. J'ai éteint le téléphone et je l'ai jeté à la mer. Non, je plaisante. C'était un téléphone appartenant à l'État. Je l'ai mis dans ma poche. « Nous ramenons le bateau au port », ai-je crié. « Prévenez les gardes-côtes et appelez le procureur. Dites-lui que nous lui apportons l'affaire de l'année. » Le navire faisait route vers le port de Marseille, mais cette fois sous mon contrôle, suivant ma route, et le vent soufflait désormais plus frais. La forteresse d'Henri Leclerc était tombée. Il ne restait plus qu'à détrôner le roi. Lorsque l'audacieux accosta au quai Henri IV du port de commerce de Marseille, la nuit était déjà tombée, mais le quai était éclairé comme en plein jour. Car Pierre, cet homme discret et brillant, avait largement répondu à ma demande d'une petite surprise. Le quai était illuminé non seulement par les gyrophares bleus et rouges des voitures de police et de gendarmerie, mais aussi par les flashs de tous les journalistes locaux et nationaux de Marseille. Lorsque la passerelle du navire fut abaissée, je fus le premier à descendre du pont. Mon uniforme flottait au vent et mon visage affichait une expression qui disait « Mission accomplie ». Les caméras se tournèrent vers moi, les micros me furent tendus. Mais je ne parlais pas, car je n'étais pas le protagoniste de cette soirée. Le protagoniste n'était pas encore entré en scène, et comme je m'y attendais, il est arrivé. 3 Mercedes noires ont franchi la porte d'entrée du port et ont foncé sur le quai en faisant crisser leurs pneus. Elles ont failli enfoncer le barrage de police. Les voitures se sont arrêtées brusquement à 10 mètres de l'endroit où je me trouvais. La portière centrale s'est ouverte et Henri Leclerc est descendu. Il avait troqué sa chemise en lin du matin contre un costume italien hors de prix. Mais l'expression de son visage était la même. Colère, arrogance et déni. Accompagné de ses 2 avocats et de ses 3 gardes du corps, il marchait comme s'il était devenu acheter le quai. « Quelle honte !» s'écria-t-il, sa voix couvrant le bruit des déclencheurs des appareils photo. « Qui a donné cet ordre? De quel droit retenez-vous mon bateau ?» Il marchait vers moi, mais il ne m'avait pas reconnu. Il cherchait des yeux la femme poussiéreuse, les cheveux en bataille, qui conduisait une boîte de conserve ce matin-là. En voyant devant lui un contre-amiral en uniforme blanc,
les épaules couvertes d'étoiles. Il s'est arrêté un instant. Mais son arrogance a pris le dessus sur sa raison. « Vous !» dit-il en pointant son doigt vers moi. « Qui êtes-vous, votre commandant? Mettez immédiatement fin à ce cirque. J'ai appelé le gouverneur, j'ai appelé le ministre. Votre téléphone va bientôt sonner et vous paierez très cher ce que vous avez fait. » Je restais immobile, les mains derrière le dos, je levais légèrement le menton et le regardais. L'homme qui m'avait crié « Vous avez obtenu votre permis de conduire chez l'épicier ?» Ce matin-là tremblait maintenant devant moi. Mais ce n'était pas de peur, c'était de colère. Il ne savait pas encore à quel point il était compromis. « Henri Leclerc, dis-je. » Ma voix était claire et froide, suffisamment pour couvrir tout le bruit du quai. Inutile d'appeler le ministre. Il est actuellement en réunion au Conseil national de sécurité. Et savez-vous quel est le sujet à l'ordre du jour? Les kits de guidage pour drones, que vous vendez sous le nom de MOM Machines agricoles dans les zones terrorisées. Henri pâlit soudainement. La rougeur de la colère fit place à une horreur grise. « Qu'est-ce que vous racontez ?» balbutia-t-il. « Je fais du commerce, ce sont des calomnies. » Je fis un pas vers lui, il n'y avait plus qu'un mètre entre nous. « Des calomnies ?» dis-je en souriant légèrement. Je sortis de ma poche le carnet de notes de ce matin-là. MRS 749 KL, Ferrari rouge, 9h15 du matin, Corniche Kennedy. Les yeux d'Henri s'écarquillèrent, les pièces du puzzle s'assemblèrent. La femme de ce matin, cette Peugeot cabossée, et le contre-amiral en face de lui. « C'est toi, » murmura-t-il. « C'est toi, cette femme ?» « Oui, Henri, répondis-je, c'est moi, cette femme. Celle dont la vie misérable vaut moins que ton pare-choc, celle dont tu penses qu'elle a obtenu son permis de conduire chez l'épicier. » J'ai légèrement incliné la tête. « Apparemment, mon permis suffit pour saisir ton navire et te ridiculiser ici, devant toutes ces caméras, en t'accusant de trahison. Qu'en dis-tu » Henri recula. L'avocat derrière lui murmurait quelque chose à l'oreille, mais il n'entendait rien. Son monde s'écroulait. Les médias enregistraient tout. Nous étions en direct. Désormais, ni il, ni son oncle gouverneur, ni son ami ministre ne pouvaient le sauver, car le crime n'était plus caché derrière des portes closes, mais exposé aux yeux de toute la France. À ce moment-là, des sirènes retentirent de l'autre côté du quai. Mais ce n'étaient pas des sirènes de police. Des voitures noires, avec des plaques d'immatriculation officielles, s'approchèrent. Des hommes au regard sévère, munis de mallettes, en descendirent. Le procureur général de Marseille et le procureur chargé de la lutte contre le terrorisme. Le procureur s'approcha de nous. Il me salua brièvement, avec respect. Puis il se tourna vers Henri. « Henri Leclerc, » dit le procureur en montrant le mandat d'arrêt qu'il tenait à la main. « Vous êtes arrêté pour trafic international d'armes, violation de l'embargo et création d'une organisation criminelle. »« On m'attend, Leclerc s'est écrié. « Non, c'est un complot. Cette femme m'a pris en grippe. » En me montrant du doigt. Lorsque les gendarmes lui ont passé les menottes, l'attitude hautaine d'Henri s'est effondrée. Alors qu'on le menait par les bras vers le fourgon de police, il s'est retourné vers moi pour me lancer un dernier regard. Ce regard n'avait plus rien d'arrogant. Il n'y avait plus que de la peur et du regret. Je l'ai appelé. « Henri !» Il s'est arrêté. Il a tourné la tête. « Je vous conseillerais de rentrer chez vous à pied, mais je suppose que vous allez prendre le véhicule que l'État vous aviez attribué. Ne vous inquiétez pas, votre chauffeur n'a pas obtenu son permis à l'épicerie. » La porte du véhicule de police se referma, les caméras continuaient d'enregistrer. Le vent souleva légèrement le col de mon uniforme. Pierre s'approcha de moi. « C'était un beau discours de clôture, commandant. Mais je pense que notre travail n'est pas encore terminé. Ce n'était que la partie visible. » Je me suis tournée vers lui. Dans mes yeux, la colère du matin avait laissé place à la sérénité d'avoir rendu justice. « Tu as raison, Pierre, ai-je dit. Ce n'est que le début, parce que les hommes comme Henri ne travaillent jamais seuls. Ce navire n'était que la partie visible de l'iceberg, et nous allons faire fondre cet iceberg. » Mes chers amis, avez-vous déjà pensé qu'en essayant de détruire la vie d'une personne, vous éclairez en fait votre propre obscurité? Henri Leclerc était tellement sûr de son pouvoir qu'il pensait que les crimes qu'il cachait dans l'ombre ne seraient jamais révélés. Mais il avait oublié une chose. La lampe la plus puissante est la colère légitime d'une victime.
Je ne sais pas à quoi pense Henri en ce moment, alors qu'il se rend au poste de police, mais une seule chose me vient à l'esprit. La justice se cache parfois dans les pales d'un hélicoptère, parfois dans l'histoire d'un pare-choc cassé. Et cette histoire n'est pas encore terminée. Nous allons creuser plus profondément. Sous les lumières surluchères du port, j'ai jeté un dernier regard au navire et à sa cargaison sale. J'ai sorti mon téléphone et j'ai annulé mon rendez-vous chez l'agent immobilier, prévu le lendemain matin. Je ne vends pas la maison, ai-je écrit dans un message, car je n'aurai plus besoin de cet argent. L'État offrait une généreuse récompense à ceux qui avaient permis de mettre au jour cette vaste opération de contrebande. Et les biens confisqués d'Henri Leclerc? Ah, c'était l'affaire des juristes. Mais s'il y avait une chose dont j'étais sûre, c'était que mon préjudice serait largement indemnisé. Je me suis approchée de ma voiture. La bosse sur l'aile gauche était toujours là. J'ai passé ma main dessus. Ne t'inquiète pas, vieille fille, ai-je dit à ma voiture. Nous avons pris ta revanche. Je vais t'emmener chez le meilleur garagiste. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'arrestation de Leclerc allait avoir un effet domino à Marseille. Et à mesure que les dominos tombaient, j'étais impatient de voir qui allait apparaître. Le lendemain matin, à mon réveil, tous les journaux marseillais titraient La grande chasse du contre-amiral Binoche. Sur les photos, on voyait Henri Leclerc menotter et, en arrière-plan, moi, debout, l'air fier, le vent soufflant dans mes cheveux. Une victoire? Oui, à première vue, ça y ressemblait. Mais la première leçon que j'ai apprise à l'académie militaire était la suivante. C'est lorsque votre ennemi est acculé qu'il est le plus dangereux. Et Henri était acculé, mais il n'était pas seul. Vers midi, le téléphone de mon bureau a sonné. C'était le conseiller juridique du ministère. Il semblait tendu. Commandant, a-t-il dit, félicitations, vous avez accompli un travail formidable. Cependant, l'armée d'avocats d'Henri Leclerc a fait irruption au palais de justice tôt ce matin. Ils affirment que l'opération était irrégulière, que vous avez outrepassé vos pouvoirs et que vous avez comploté contre vos clients en raison d'une animosité personnelle. Ils vont même jusqu'à... Il marqua une pause. Ils vont même jusqu'à demander votre suspension, arguant que votre état psychologique au moment de l'accident vous empêchait de prendre des décisions éclairées. Je pris une profonde inspiration. C'était le coup que j'attendais, jeter de la boue pour laisser des traces. Ne vous inquiétez pas, dis-je. Mon état psychologique est plus solide que la moralité de leurs clients. Laissez-les attaquer, j'attends qu'ils commettent une erreur. Lorsque j'ai raccroché, Pierre est entré. Il n'avait pas de dossier à la main, mais un magazine. Un sourire diabolique illuminait son visage. « Juliette, a-t-il dit en posant le magazine sur mon bureau. Laisse tomber les avocats. Nous allons mener la guerre sur un front auquel ils ne s'attendent pas. Leur chambre à coucher. » Je pris le magazine. Sur la couverture figurait Henri Leclerc et, à ses côtés, une femme blonde, élégante et couverte de bijoux. Son épouse, Isabelle Leclerc. Isabelle Leclerc, expliqua Pierre, l'unique héritière des Valmont, la plus ancienne famille de Marseille. La fortune d'Henri, son entreprise de logistique, et même la Ferrari rouge qu'il conduit ne lui appartiennent pas. Tout cela appartient à sa femme. Henri n'est qu'un gendre qui gère l'argent de sa femme. Et alors ? Demandai-je, curieux de savoir où il voulait en venir. Pierre ouvrit la tablette posée sur la table et me montra le numéro de châssis de la luxueuse voiture de sport, dissimulée, que nous avions trouvée sur le bateau. Tu te souviens ? Il y avait une autre voiture de sport cachée derrière les pièces de tracteur sur le bateau. Une Porsche de couleur nardo gris, fabriquée sur mesure. J'ai vérifié les papiers du véhicule. Sais-tu à qui le véhicule est immatriculé ? Ni à Henri, ni à la société. Il a affiché une photo à l'écran. Une femme d'environ 22 ans, brune, d'une beauté saisissante. Une star d'Instagram. Elle s'appelle Chloé, a déclaré Pierre. C'est l'assistante personnelle d'Henri. Et le véhicule a été commandé par Henri au nom de Chloé en tant que dépense promotionnelle de la société. De plus, les registres de fret contiennent également les factures d'ameublement d'une villa de luxe louée pour Chloé en Afrique du Nord. Si c'est mon thème, je plissais les yeux. Henri Leclerc n'était pas seulement un trafiquant qui avait trahi son pays, c'était aussi un escroc qui dépensait la fortune de sa femme pour sa maîtresse. Et cette information était une arme plus puissante que l'armée d'avocats d'Henri.
car si Isabelle Leclerc apprenait où son mari dépensait son argent, Henri perdrait non seulement sa liberté, mais aussi sa source de revenus. Aucun avocat ne défendrait un Henri sans le sou. Pierre, dis-je en me levant de ma chaise, envoie mon uniforme au pressing, je m'habillerai en civil aujourd'hui. Et trouve-moi le programme d'Isabelle Leclerc pour aujourd'hui. L'heure du thé, répondit Pierre immédiatement. Tous les mardis, elle prend le thé avec ses amis membres de la fondation sur la terrasse de l'hôtel Le Petit Nice. 1 heure plus tard, vêtue d'un élégant costume bleu marine et portant des lunettes de soleil, j'étais sur la terrasse du Petit Nice. Isabelle Leclerc était là. Elle était entourée de ses amis mondains qui la plaignaient parce que son mari avait été arrêté, mais qui, en réalité, colportaient des ragottes. Elle essayait de garder la tête haute, mais on pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. Elle voulait croire que son mari était innocent, qu'il s'agissait d'un malentendu. Je me suis dirigée vers sa table. Son garde du corps a fait un geste pour m'arrêter, mais j'ai levé la main pour l'en empêcher. « Madame Leclerc, ai-je dit gentiment, nous devons parler non pas du procès de votre mari, mais de ses investissements, en particulier de ses investissements dans la couleur nardo-grise. » Isabelle m'a regardée. Elle m'avait reconnue grâce aux journaux. Son visage s'est durci. « Vous, a-t-elle dit, vous êtes celle qui a fait emprisonner mon mari. Comment osez-vous venir ici ?» Je sortis le dossier préparé par Pierre de mon sac. Il contenait le bon de commande de la Porsche, les photos de Chloé et les factures de la villa. Je posai le dossier sur la table, à côté de la tasse de thé. « J'ai fait emprisonner votre mari pour trahison, madame, dis-je, d'une voix que seule elle pouvait entendre. Mais ce n'est pas à moi de juger la trahison de votre mari. Ce dossier n'est pas un secret d'État. C'est juste un détail qui a échappé à l'attention. Toutes les marchandises qui se trouvaient sur ce bateau ont été confisquées par l'État. Mais j'ai pensé qu'il serait injuste que vous payiez la voiture qui servait à votre maîtresse. » Isabelle est devenue livide. Elle a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Quand elle a vu la photo de Chloé et la note « Merci à mon cher Henri » en dessous, l'expression de femme trompée a disparu de ses yeux. Elle a été remplacée par la colère froide que j'avais ressentie sur la route côtière. Elle ferma le dossier. Elle prit une profonde inspiration. Elle tourna ses yeux vers moi. « Merci, commandant, » dit-elle d'une voix glaciale. « Je n'oublierai pas votre gentillesse. » Alors que je m'éloignais, j'ai entendu Isabelle sortir son téléphone et appeler son avocat. « Allô, Jacques ? Nous retirons l'équipe de défense d'Henri et préparez les papiers du divorce. » Immédiatement. « Oui, je veux tout, jusqu'au dernier centime. » En sortant de la terrasse, j'ai envoyé un message à Pierre. Le château a été conquis de l'intérieur. Les avocats sont en train de tomber. Mes amis, l'art de la guerre ne se limite pas aux armes à feu. Parfois, le coup le plus dur vient de là où votre ennemi se sent le plus en sécurité. Henri Leclerc comptait sur son argent et l'influence de sa femme. Mais le prix de l'infidélité est toujours plus lourd que celui de la trahison elle-même. Je vous pose maintenant la question suivante. Si vous étiez la place d'Isabelle, que feriez-vous? Pardonneriez-vous à Henri ou le laisseriez-vous pourrir en prison sans le sou? Rendez-vous dans les commentaires. Le bouclier extérieur d'Henri était brisé. Il était désormais sans défense, et je donnerais tout pour voir l'expression de son visage dans cette cellule, au moment où il a appris que sa femme lui avait retiré son soutien. Mais notre travail n'est pas terminé. Il restait encore à s'occuper du véritable acheteur des armes de ce navire. Et cet acheteur n'était pas aussi amateur qu'Henri. La célèbre prison des Baumettes à Marseille ressemble à une forteresse vue de l'extérieur, avec ses hauts murs et ses tours de guet. Mais à l'intérieur, c'est là que l'espoir s'éteint. Henri Leclerc s'est retrouvé entre ces murs seulement 48 heures après ce dimanche matin. Les chemises en lin et les costumes italiens avaient disparu, remplacés par un uniforme de prisonnier en tissu gris et rugueux. Je l'observais derrière le miroir sans teint de la salle d'interrogatoire. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours, les cheveux en bataille, les yeux cernés. Il n'avait plus rien de cet homme d'affaires arrogant. Ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de boire dans le verre en métal posé sur la table. Le procureur qui se tenait à côté de moi m'a regardé. Son avocat s'est retiré. Sa femme a demandé le divorce et a fait saisir tous ses biens. Il est actuellement sans le sou et sans défense. Il est prêt à parler. « Non, monsieur le procureur, » répondis-je en boutonnant mon uniforme. « Il n'est pas prêt à parler. Il est prêt à supplier. Mais
Je ne veux pas qu'il supplie, je veux qu'il donne des noms. Lorsque j'ai ouvert la porte et suis entrée, Henri a levé la tête. En me voyant, une lueur d'espoir a brièvement illuminé son regard, mais elle s'est aussitôt éteinte. J'ai tiré une chaise et me suis assis en face de lui. Seule une table métallique froide nous séparait. « Contre-amiral, » dit-il d'une voix chevrotante, « s'il vous plaît, dites-moi qu'il y a un malentendu. Ma femme m'a quitté. Elle a tout pris. Mes avocats ne répondent pas à mes appels. Je suis finie. » Je jetai le dossier sur la table. « Tu étais finie dès que tu as prononcé cette phrase sur la route. Côtière ce dimanche matin, Henri. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas de ta carrière ruinée, ni de ton mariage brisé. Nous parlons de ça. » J'ai sorti les photos des kits de guidage du dossier. « Ce sont des pièces, Henri. Elles étaient sur le point de tomber entre les mains d'une organisation terroriste en Afrique du Nord. Et toi, tu as pris ce risque juste pour créer un fonds secret avec l'argent de ta femme et le dépenser pour ta maîtresse. C'est de la trahison. Tu sais quelle est la peine encourue? La prison à vie. Tu ne sortiras jamais de cette cellule. » Henri s'est mis à pleurer. Il sanglotait, secoué de hoquet. L'homme qui m'avait traité de misérable sur la route côtière pleurait maintenant comme un enfant. « Je ne suis pas un traître à la patrie, » gémissait-il. « Je ne suis qu'un transporteur. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans les marchandises. Je le jure. » Je frappai violemment la table. Il se tut. « Ne mens pas, Henri. C'est toi qui as fait faire ces compartiments secrets. C'est toi qui as distribué ces pots de vin. Mais je vais te donner une chance. Une seule chance. » Il me regarda dans les yeux. « Quoi? Je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en prie. »« Donne-moi un nom, » murmurai-je. « Qui a commandé ces marchandises? Et surtout, qui c'est le véritable cerveau derrière cette opération? Parce que tu n'es pas assez intelligent pour organiser un trafic militaire aussi complexe. Tu n'es qu'un pion cupide. » Henri hésita. Son regard se posa sur les coins de la pièce, comme s'il craignait que quelqu'un l'écoute. « Si je parle, » murmura-t-il, « ils me tueront. Cet homme est plus puissant que l'État. » Je souris. Personne n'est plus puissant que l'État, Henri. Surtout si la contre-amirale Juliette Binoche s'en mêle. Si tu parles, je te ferai entrer dans le programme de protection des témoins. Tu ne mèneras peut-être pas une vie luxueuse, mais au moins tu resteras en vie. Mais si tu ne parles pas, je te jetterai dans la prison générale et crois-moi, les traîtres à la patrie ne sont pas bien traités là-bas. Henri prit une profonde inspiration. Il murmura un nom, les lèvres tremblantes. « L'ombre, » dit-il. « On l'appelle l'ombre. » Personne ne connaît son vrai nom, mais toutes les commandes proviennent d'une boutique d'antiquités située dans le vieux port de Marseille, l'Antiquaire. Là-bas, il y a un homme là-bas, un homme aveugle. Je fronçai les sourcils. Un antiquaire aveugle? Continue, dis-je. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui décide de l'itinéraire. Je ne suis qu'un simple intermédiaire. Je vous en prie, protégez-moi de lui. Je me suis levée. J'avais obtenu ce que je voulais. Henri Leclerc n'était plus une menace pour moi, juste un détail insignifiant. Le procureur s'en occupera, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Au moment où je sortais, Henri m'a interpellée. « Commandant, ce jour-là, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Pourquoi ne m'avez-vous pas crié dessus? Pourquoi vous êtes-vous contenté de regarder? » Je ne me suis pas retournée. La main sur la poignée de la porte, je lui ai répondu le dos tourné. Parce que, Henri, ai-je dit, le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'élever la voix, mais dans le fait de savoir quand se taire et quand frapper. Tu as élevé la voix, moi j'ai déterminé mon objectif. Quand je suis sortie, il faisait nuit. Pierre m'attendait. « Il a parlé ?» m'a-t-il demandé. « Il m'a donné un nom, » ai-je répondu, les yeux perdus dans les lumières de Marseille. « Antiquaire, et un surnom, l'ombre. » Henri n'était qu'une marionnette, Pierre. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles. « Et alors ?» a demandé Pierre, tout excité. « Alors le jeu n'est pas terminé, » ai-je répondu. « Il ne fait que commencer. Et cette fois, notre adversaire n'est pas un riche gamin capricieux au volant d'une voiture de sport rouge. Cette fois, c'est un fantôme qui se cache dans l'ombre. » Je sortis les clés de ma voiture de ma poche. Le réparateur m'avait rendu ma cygne argentée. Le garde-boue gauche brillait, il semblait encore plus solide qu'avant. Je démarrai le moteur. Ce ronronnement familier et rassurant m'accueillit. Mes amis, parfois, un malheur peut être l'étincelle qui éclaire une obscurité bien plus grande. L'arrogance d'Henri Leclerc nous a menés aux portes d'une organisation criminelle internationale. J'avais désormais deux options, soit déclarer
mission accomplie et rentrer chez moi, soit frapper à la porte de cette sombre boutique d'antiquités. À ma place, auriez-vous décidé de poursuivre l'ombre ou auriez-vous estimé que cette aventure avait suffisamment duré? Car moi, je ne suis pas encore fatiguée. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Direction, le Vieux-Port, la boutique d'antiquités. La chasse continuait. Lorsque la nuit tombe sur le Vieux-Port de Marseille, la ville revêt deux visages différents. Le visage lumineux et romantique que les touristes photographient, et le visage humide et inquiétant des ruelles que seuls les habitants connaissent. J'ai garé ma Peugeot argentée à l'entrée d'une ruelle pavée. Pierre attendait à l'autre bout de la rue, dans une voiture banalisée. Le micro dans mon oreille me reliait à lui comme un lien invisible. « Le magasin est sur la droite, mon commandant », dit la voix de Pierre. Il n'y a pas d'enseigne, seulement un vieux compas de marine dans la vitrine. Les lumières sont éteintes, mais les détecteurs de mouvement sont activés à l'intérieur. Je m'engageai dans la rue. Le bruit de mes talons sur les pavés résonnait dans le silence de la nuit comme un coup de semonce. C'était l'adresse que m'avait donnée Henri. L'antiquaire? Rien que le nom suffisait à donner des frissons. Je m'arrêtai devant la vitrine. L'intérieur était poussiéreux, sombre et imprégné d'histoire, des épées de l'époque ottomane, des cartes de la Seconde Guerre mondiale, des jumelles rouillées. Chacun de ces objets cachait un secret, mais le plus grand secret était l'homme qui se trouvait à l'intérieur. J'ai poussé doucement la porte. La petite clochette en laiton a tinté. À l'intérieur, il y avait une forte odeur de livres et de vernis à bois, et aussi une étrange odeur métallique, une odeur d'huile pour armes. « Nous fermons », dit une voix grave, calme et veloutée. Je me suis tournée vers la source de la voix. Il était assis dans le coin le plus sombre de la pièce, derrière une table en acajou. C'était un homme âgé. Il portait des lunettes rondes noires. Il avait des gants blancs aux mains. Il réparait le mécanisme d'une horloge antique devant lui, sans la voir, uniquement au toucher. « Les horloges », dit l'homme sans lever la tête. « Elles indiquent l'heure, mais elles ne peuvent pas l'arrêter. N'est-ce pas, contre-amiral Binoche ?» Je restais où j'étais. Je n'avais pas d'uniforme. J'étais entrée sans faire de bruit. Il était impossible qu'il m'ait vue. « Comment savez-vous qui je suis ?» demandai-je en posant ma main sur mon arme de service. L'homme sourit légèrement. « Vos pas, dit-il. Vous ne marchez pas comme une civile. Chacun de vos pas est régulier, chacun de vos pas est déterminé. Et votre parfum, un mélange d'odeurs de sel marin et de poudre à canon. Vous êtes la seule femme à Marseille à porter ce parfum. » L'antiquaire aveugle, Monsieur Levesque. C'était lui, l'ombre, dont Henri m'avait parlé. Je m'approchai de la table. « Henri Leclerc vous salue, dis-je. Il ne va pas très bien en ce moment. Il se plaint de la nourriture de la prison. » Levesque posa lentement sa montre sur la table. « Henri, soupira-t-il. C'était un homme bruyant, trop bruyant, et le bruit, pour ceux qui aiment le silence comme moi, n'est qu'une nuisance. Son arrestation, disons que c'était un nettoyage attendu. Ce sang-froid était plus dangereux que l'arrogance d'Henri. Henri criait et hurlait, mais cet homme murmurait ses menaces. « C'est vous qui lui donniez les ordres, dis-je en entrant dans le vif du sujet. La livraison d'armes, l'itinéraire, tout cela faisait partie de votre plan. » Levesque secoua la tête. « Je ne suis qu'un marchand, contre-amiral. Les gens viennent me voir, je leur trouve ce qu'ils cherchent. Parfois un sou de Napoléon, parfois d'autres choses. » Il se leva. Il prit sa canne et marcha vers moi. Bien qu'aveugle, il connaissait l'emplacement de chaque objet dans la boutique au millimètre près. « Mais la vraie question est la suivante, » dit-il en se tournant vers moi. Le vide derrière ses lunettes noires me fixait. « Que cherchez-vous? La justice? Ou simplement une nouvelle proie pour satisfaire votre ego ?»« La justice, » répondis-je sèchement. « Et savoir à qui sont destinées les armes qui se trouvent sur ce bateau. » Levesque rit, un rire sec, sans âme. « Les armes? Ce ne sont que des morceaux de métal. Le vrai danger, c'est celui qui a financé ces armes. Henri n'était que la partie visible de l'iceberg. Je suis juste sous la surface, mais au fond, il y a des noms que même vous auriez peur de prononcer. Il me menaçait, il essayait de m'effrayer avec les pouvoirs d'en haut. « Je n'ai pas peur, monsieur Levesque, dis-je, surtout pas de quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. » Le visage de Levesque s'est assombri. « Il n'est pas nécessaire d'avoir des yeux pour voir, contre-amiral. Parfois, les aveugles voient plus que ceux qui voient. Par exemple, en ce moment,
Je vois les policiers en civil qui encerclent mon magasin, le tireur d'élite au bout de la rue et l'enregistreur dans votre veste. Ma main se posa instinctivement sur ma poitrine. Il avait remarqué l'appareil que Pierre avait placé là. Vous êtes intelligent, dis-je, mais cela ne vous empêchera pas d'être arrêté. Arrêté? L'évêque retourna à son bureau et ouvrit un tiroir. Il en sortit un vieux carnet noir relié en cuir. Si vous m'arrêtez, les noms contenus dans ce carnet ne seront jamais révélés. Ce carnet contient le schéma de tout le réseau qui s'étend de Marseille à l'Afrique du Nord, les ministres adjoints, les directeurs des douanes, les banquiers. Ah, il agita le carnet en l'air. Je peux vous le donner. Contrairement à Henri, je sais me montrer utile, mais à une condition. Quelle est cette condition? Vous me libérerez et vous ne remettrez plus jamais les pièces dans cette boutique. Je vous livrerai les gros poissons et vous fermerez les yeux sur un petit antiquaire comme moi. Ah, mais c'est n'a pas dents. Bah, pas si. Il négociait. Il avait vendu Henri et essayait maintenant de se sauver. Je m'approchai de lui. Je tendis la main vers le carnet. L'évêque ne le retira pas. Je pris le carnet. J'ouvris la couverture. Des noms, des dates, des numéros de compte. Un réseau plus vaste qu'Henri n'aurait jamais pu imaginer. Je refermai le carnet et le mis dans ma poche. Votre offre est intéressante, monsieur l'évêque, dis-je. L'évêque sourit. C'est un choix judicieux. J'ai toujours su que les militaires étaient pragmatiques. Mais, ai-je poursuivi en durcissant le ton de ma voix, je ne suis pas seulement un soldat, je suis aussi cette femme qui a été victime d'une injustice. Et dans mon livre, il n'est pas question de négocier avec les criminels. Je touchai mon micro. Pierre, maintenant! La vitrine du magasin vola en éclats dans un grand fracas. Des bombes fumigènes furent lancées à l'intérieur. Les policiers des forces spéciales se précipitèrent à l'intérieur par la porte étroite. Police! À terre! L'évêque s'est tourné vers moi, stupéfait. Pour la première fois, son visage exprimait la panique. Vous m'avez menti, je pensais que vous alliez négocier. Je ne négocie pas, dis-je en le regardant à travers la fumée. Je confisque, comme je l'ai fait avec ce bateau, maintenant, ce carnet, et vous appartenez à l'État. Alors qu'on lui passait les menottes, l'évêque m'a crié « Vous allez le payer ! Les noms, dans ce carnet, ils ne vous laisseront pas en vie. Vous n'avez pas seulement un pion, vous avez tout le système contre vous. » Me mettre tout le système à dos, murmurai-je en sortant du magasin. Je m'étais déjà mis tout le système à dos quand on m'avait traité de « loser » sur la route côtière. Une fois dehors, j'ai pris une profonde inspiration de l'air nocturne. Ma main était sur le carnet noir dans ma poche. Ce carnet était une bombe. Et j'étais sur le point d'en retirer la goupille. Mes amis, savez-vous quelle est la plus grande erreur d'un criminel? C'est de se croire indispensable. L'évêque, parce qu'il était aveugle, pensait que tout le monde l'était aussi, mais la justice trouve parfois son chemin, même dans l'obscurité. J'ai maintenant entre les mains une liste qui va bouleverser la moitié de la France. Pensez-vous que je devrais remettre ce carnet au procureur ou le divulguer à la presse? Car parfois, les palais de justice sont les endroits les plus propices pour étouffer la vérité. Donnez votre avis dans les commentaires, car ma prochaine décision dépendra de votre choix. Je suis montée dans ma voiture. Pierre s'est assis à côté de moi. « Tu as pris le cahier » m'a-t-il demandé. Je lui ai montré le cahier. « Oui, Pierre, mais l'évêque a peut-être raison. Les noms dans ce cahier, nous n'allons pas pouvoir dormir cette nuit. » Pierre a ouvert la première page du carnet. Ses yeux se sont écarquillés. « Juliette, a-t-il dit. Ce nom ne peut pas être vrai. » J'ai regardé l'endroit que Pierre désignait du doigt, et à cet instant, j'ai senti mon sang se glacer. Le nom en haut de la liste n'était ni celui d'un ministre, ni celui d'un banquier. Ce nom était celui d'une personne que je connaissais très bien. Le jeu prenait une tournure beaucoup plus personnelle que je ne l'avais imaginé. Ce nom, ces lettres qui dansaient devant mes yeux détruisaient toutes les certitudes que j'avais dans l'esprit. L'amiral François Valéry, commandant de la flotte méditerranéenne, mon professeur, mon mentor, l'homme qui m'avait accepté à l'école militaire, qui m'avait remis ma première médaille, qui m'avait tenu la main lors des funérailles de mon père. « Pierre, » dis-je, incapable de dissimuler le tremblement dans ma voix. « Il doit y avoir une erreur. L'évêque nous manipule. Ce nom est impossible. » Le visage de Pierre était livide. Il a rapidement accédé à la base de données depuis sa tablette. Je pouvais voir les gouttes de sueur perler sur son front tandis que ses doigts volaient sur l'écran.
Juliette, a-t-il murmuré, j'aimerais que ce soit un mensonge, mais les numéros de compte dans le registre, les virements vers ces comptes secrets en Suisse, ils correspondent tous à la société écran créée par Valérie sous le nom de Conseil. Les dates correspondent exactement aux heures de départ des navires. Chaque fois que les navires d'Henri Leclerc partaient, des dons importants étaient versés sur le compte de Valérie. J'étais coincée dans ma voiture, dans cette rue étroite. Je ne pouvais plus respirer. L'arrogance d'Henri Leclerc, la noirceur de l'évêque, tout cela était supportable. Mais ça, c'était un coup de poignard dans le dos. L'homme en qui j'avais confiance, que je respectais, que j'appelais papa, était à la tête d'un réseau vendant des armes à des organisations terroristes. Que va-t-on faire demanda Pierre. Pour la première fois, sa voix était empreinte de peur. Juliette, c'est l'amiral. Il est intouchable. Si nous remettons ce cahier au procureur, le dossier sera classé pour des raisons de sécurité nationale. Valérie sera mise à la retraite et nous serons victimes d'un accident de la route. Nous ne pouvons pas nous mesurer à ces gens-là. Je serrai le volant. Je le serrai si fort que mes doigts blanchirent. Nous ne pouvons pas les affronter, n'est-ce pas, Pierre dis-je. Je tournai les yeux vers lui. À cet instant, la rancœur que je ressentais fit place à cette froideur familière et dangereuse. Cet homme a souillé l'uniforme que je porte. Cet homme a trahi la mémoire de mon père. Si je recule, c'est moi qui mourrai. J'ai démarré le moteur. Où allons-nous a demandé Pierre, paniqué. À son repère, ai-je répondu. Je vais l'affronter. Tu es fou, il va te tuer. Il peut me tuer, Pierre, mais il ne peut pas éliminer un contre-amiral sans laisser de traces, surtout si ce contre-amiral enregistre chacun de ses pas. J'ai activé la caméra cachée que j'avais fixée à mon col. Si je ne sors pas vivant d'ici, ces enregistrements seront automatiquement diffusés dans la presse internationale. J'ai mis le système en place. Une demi-heure plus tard, je me trouvais devant l'immense demeure avec vue sur la mer, située dans l'un des quartiers les plus luxueux de Marseille. La maison de l'amiral Valéry. Les soldats à la porte m'ont laissé entrer sans poser de questions, car ils me connaissaient. « Commandant, l'amiral ne vous attendait pas, mais il est dans son bureau, m'ont-ils dit. En marchant dans le couloir, j'ai regardé les photos accrochées au mur. Ma photo de remise de diplôme avec Valéry, ma première commande de navire avec Valéry. Chaque cliché était une épine dans mon cœur. J'ai frappé à la porte du bureau et je suis entrée sans attendre. Valéry était assis dans un fauteuil en cuir devant la cheminée. Il tenait un verre de cognac à la main et un livre sur les genoux. Il n'a pas été surpris de me voir. Il a souri, avec son sourire chaleureux et paternel. « Juliette, dit-il, à cette heure de la nuit, tu viens m'annoncer que tu as arrêté l'évêque ?» Je suis entrée dans la pièce et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas sorti mon carnet. Je me suis simplement plantée devant son bureau. « L'évêque a été arrêté, commandant, ai-je dit. Et il a chanté, comme un rossignol. Le sourire sur le visage de Valéry ne bougea pas d'un pouce, mais la chaleur dans ses yeux se refroidit instantanément. Il prit une gorgée de son verre. « Vraiment ? Et qu'a dit ce rossignol ? J'espère qu'il n'a pas raconté de bêtises à mon sujet. »« Il n'a pas dit de bêtises, répondis-je. Il a fourni des preuves, les numéros de compte, les virements, les ordres. J'ai tout entre les mains. » Valéry posa lentement son verre sur la table. Il se leva. Il marcha vers moi. « Juliette, dit-il d'une voix douce, mais avec une nuance menaçante. Tu es une femme intelligente, tu l'as toujours été. Mais le monde n'est pas aussi noir et blanc que tu le penses. Parfois, pour assurer la survie de l'État il faut emprunter des chemins obscurs. Cet argent n'est pas destiné à ma fortune personnelle. Là où les fonds secrets ne suffisaient pas, il a été utilisé pour les intérêts de notre pays. « Vous mentez, dis-je. » Ma voix ne tremblait pas. La Porsche achetée à la maîtresse d'Henri Leclerc était-elle aussi dans l'intérêt du pays? Les commissions perçues par l'évêque étaient-elles aussi pour la patrie? Vous n'avez pas financé la patrie, mais votre propre pouvoir. Le visage de Valéry changea, son masque paternel tomba, laissant apparaître un loup impitoyable. « Ça suffit, rugit-il. Ne me donnez pas de leçons de morale. J'ai consacré 40 ans de ma vie à cette marine. Quand vous portiez encore des culottes courtes, je combattais déjà dans ces eaux. Vous allez me rendre ce carnet, Juliette, tout de suite. » Il posa la main sur sa taille. Je savais qu'il avait une arme dans son tiroir. Je ne reculai pas. « Je n'ai pas ce cahier, mentis-je. Il est en sécurité, et si je ne sors pas vivante de cette pièce, ce cahier fera la une du journal Le Monde. Demain matin. » Valéry s'arrêta.
Sa main resta en l'air, il plissa les yeux. Il m'évaluait, il essayait de déterminer si je bluffais ou non. « Tu ne feras pas ça, » murmura-t-il. « Si tu me détruis, tu détruiras aussi la marine. Le scandale fera tomber le gouvernement. Ce sera le chaos. Tu ferais ça à ton pays ?» Mes yeux se remplirent de larmes. Mais ces larmes n'étaient pas dues à la tristesse, mais à la colère. Le plus grand service que je puisse rendre à mon pays, c'est de le débarrasser des parasites comme vous, commandant. Je me suis retournée, je me suis dirigée vers la porte. Je m'attendais à être abattue dans le dos. Je pouvais entendre un coup de feu à tout moment. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes pas étaient lents et déterminés. « Juliette !» a-t-il crié derrière moi. « Si tu franchis cette porte, tu ne reviendras pas. La guerre commencera. » J'ai saisi la poignée de la porte. Je lui ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule. « La guerre a déjà commencé, commandant, » ai-je dit. « Vous ne vous en rendez simplement pas compte. Parce que, comme cet arrogant Henri Leclerc, vous pensiez que votre pouvoir vous protégerait. Mais vous avez oublié une chose. Je suis votre élève. Et l'élève a dépassé le maître. » J'ouvris la porte et sortis. Lorsque je me jetai dans l'air frais extérieur, je sentis mes jambes trembler. Pierre m'attendait dans la voiture. Il était livide. « Tu es vivant, » dit-il haletant. « Pour l'instant, » ai-je répondu en montant dans la voiture. « Mais nous n'avons pas seulement mis le feu à la ruche, Pierre, nous l'avons brûlée. » Mes amis, avez-vous déjà été confrontés à une réalité dont vous vous êtes dit « j'aurais préféré ne pas la connaître » ? Que faites-vous lorsque la neige tombe sur les montagnes auxquelles vous faites confiance ? Vous retournez-vous en frissonnant ou attisez-vous le feu jusqu'à ce que la neige fonde ? L'amiral Valéry était un héros à mes yeux. Maintenant, il n'est plus qu'une cible, mais une cible très puissante. Mon carnet ne suffit pas pour le renverser. J'ai besoin de quelque chose de plus grand, de plus percutant. Je dois le battre à son propre jeu. Pierre, dis-je alors que nous roulions à toute vitesse sur la route sombre, demain matin, c'est la grande cérémonie de la journée de la marine, n'est-ce pas ? Valéry prononcera un discours. Toute la presse sera là. Pierre me regarda avec effroi. « Juliette, tu ne penses pas faire ce qui te passe par la tête, n'est-ce pas ?» Je souris. Ce sourire dangereux, ce sourire de contre-amiral. « Prépare-toi, Pierre. Demain matin, nous allons organiser un tel feu d'artifice dans le port de Marseille que le bruit s'entendra jusqu'à Paris. » La finale approchait. Et dans cette finale, soit je coulerais, soit ce grand amiral coulerait. Mais dans les deux cas, ce navire n'accosterait pas tranquillement dans le port. Le vieux port de Marseille avait été le théâtre d'innombrables célébrations au cours de son histoire, mais la foule de ce matin-là était différente. L'immense estrade érigée pour la Journée nationale de la marine était décorée de drapeaux français. Les navires de guerre dans le port étaient alignés comme un mur d'acier. Les ministres, les généraux et les notables de la ville avaient pris place dans la tribune d'honneur. Il y avait dans l'air à la fois une ambiance de fête et cette tension d'avant-tempête que Pierre et moi connaissions bien. Je n'étais pas dans la tribune, ma place dans le protocole était vide. J'étais parmi la foule, au milieu du peuple. Je portais des vêtements civils similaires à ceux que j'avais mis ce dimanche matin. Personne ne me remarquait. Tous les regards s'étaient tournés vers cet homme imposant qui se dirigeait vers le podium, l'amiral François Valéry. Lorsque Valéry monta à la tribune, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les médailles sur sa poitrine brillaient au soleil. Il était tellement sûr de lui. L'homme menaçant de la veille avait disparu, remplacé par un acteur parfait jouant le rôle du père de la nation. « Chers concitoyens », commença-t-il son discours, sa voix résonna dans les haut-parleurs. Aujourd'hui, nous célébrons ici non seulement la puissance de notre marine, mais aussi notre honneur, notre honnêteté et notre amour indéfectible pour la patrie. Je touchai mon micro. « Pierre, » murmurai-je, « à toi de jouer. » Le visage de Valéry apparaissait sur les écrans LED géants, installés tout autour du port. Mais soudain, l'image se brouilla. L'écran devint noir, un murmure parcourut la foule. Était-ce un problème technique ? Non. C'était la fréquence de la justice. Les images que j'avais filmées la nuit précédente avec ma caméra cachée apparurent soudainement sur les écrans. Le bureau de Valéry, le verre de cognac dans sa main, et ces phrases inoubliables. « Ne me donnez pas de leçons de morale, cet argent n'est pas pour mon enrichissement personnel. La Porsche achetée à la maîtresse d'Henri Leclerc était-elle aussi pour le bien du pays ?» La voix de Valéry résonnait dans tout le port. Et je n'oublierai jamais l'expression figée de son visage à ce moment-là.
À la tribune, devant des milliers de personnes, il se dénonçait lui-même de sa propre voix. Il avouait que ce qu'il appelait la patrie était en réalité son propre pouvoir. La foule se tut. Le silence qui régnait à ce moment-là était plus assourdissant que le bruit le plus fort. Puis, la vague de choc fit place à la colère. Les sifflets et les huées commencèrent. Valérie, ne sachant que faire, criait au technicien « Éteignez ça, coupez la diffusion !» Mais la diffusion ne s'est pas arrêtée, car Pierre n'avait pas seulement piraté le système, il l'avait verrouillé, les images étaient en boucle. La partie que Valérie appelait la maîtresse d'Henri Leclerc passait en boucle. La tribune protocolaire était en ébullition. Les ministres essayaient de s'éloigner de Valérie. Et puis, le moment que j'attendais arriva. Des sirènes retentirent. Cette fois-ci, ce n'était pas moi qui les avais appelées, mais les véhicules des procureurs spéciaux venus de Paris qui entraient dans l'enceinte. Valérie semblait s'être effondrée sur le podium. Son uniforme d'amiral lui allait désormais trop grand. Cet homme imposant avait soudainement rapetissé, vieilli et semblait fini lorsque les gendarmes sont montés sur le podium et l'ont fait descendre avec douceur mais détermination. Valérie m'a cherché dans la foule. Et il m'a trouvée. Nos regards se sont croisés. Il me regardait comme pour me demander « Pourquoi ?» Je lui ai simplement fait un léger signe de tête, un signe d'adieu. Alors que Valérie était embarquée dans le véhicule de police, je me suis retournée et je me suis éclipsée dans la foule. Une vengeance? Non, ce n'était pas une vengeance, c'était ce qui devait être fait. Une dent pourrie avait été arrachée et le corps pouvait désormais guérir. Épilogue. 6 mois plus tard. À Marseille, la vie avait repris son cours normal, mais rien n'était plus comme avant. Henri Leclerc a tenté de bénéficier d'une réduction de peine en invoquant la loi sur le repentir effectif, mais en vain. Sa femme Isabelle l'a laissé sans le sou, puis est devenue la nouvelle héroïne de la ville en faisant don de toute sa fortune à des œuvres caritatives. Henri passe désormais ses journées à compter les jours en accrochant des posters de ses voitures de luxe préférées sur les murs de sa cellule. L'antiquaire Levesque, l'ombre, n'est plus dans l'obscurité. Il vit, désormais dans l'isolement d'une prison de haute sécurité. Étant aveugle, le fait d'être dans une cellule sans lumière ne l'affecte peut-être pas, mais le silence, ce silence qu'il aimait tant, est désormais son plus grand supplice. L'amiral Valérie, son procès est devenu le procès du siècle. Il a été dégradé. Il est entré dans les livres d'histoire non pas comme un héros, mais comme un exemple à ne pas suivre. Et moi, contre-amiral Juliette Binoche. J'ai été promue, je suis devenue amiral de vaisseau, mais je n'ai porté ce grade qu'un seul jour. Le lendemain, j'ai donné ma démission. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, sur cette route côtière, j'ai compris que mon combat n'était pas sur les mers, mais dans la balance de la justice. Et maintenant, je suis de nouveau sur cette route côtière. Le toit de ma Peugeot 504 argentée est ouvert. Pierre est assis à côté de moi. Il n'est plus mon frère, mais mon partenaire. Avec Isabelle Leclerc, nous avons créé LEPA, une fondation qui apporte un soutien juridique et financier aux femmes victimes de violences. Nous examinons les dossiers de la fondation Bouclier d'argent. Charles Aznavour passe à nouveau à la radio. La bohème. Le soleil se couche. La mer est calme. Je regarde dans mon rétroviseur. Derrière moi, il n'y a ni voiture de sport rouge, ni personne qui me colle au train. Seulement une route dégagée et un avenir serein, un pare-choc cassé, une vie changée. Parfois, les plus grandes catastrophes sont la clé des plus beaux départs. Il suffit de trouver le courage de tourner cette clé. Voilà mon histoire, mes amis. Mon parcours, d'un accident de la route à une crise d'État. La justice a-t-elle été rendue? Plus que jamais. Suis-je heureux? Plus que jamais. N'oubliez pas que personne n'a plus de valeur que vous, et que le pare-choc sur de personnes n'a plus de valeur que votre honneur. Prenez soin de vous et soyez toujours prudent sur la route, car vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer au prochain virage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'envoyer cette histoire à vos connaissances arrogantes et de partager vos propres histoires de justice dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.